Ah, que je suis contente de te retrouver, Hugo. Moi aussi. Hugo Benoît est avec moi. Je crois que c'est le 3e, en fait, épisode. Enfin, pas épisode, en vrai. On a déjà fait un hors-série tous les deux. On s'est retrouvés à Patrimonial l'année dernière. Tout à fait. Et là, c'est ton 3e rendez-vous avec nous chez Orso. Bienvenue. Merci. Je suis très content, moi, de faire cette traditionnelle interview de rentrée qu'on fera maintenant tous les ans pour balayer un peu les actus marchés, les actus métiers. Ouais. Et puis, comme je te l'ai souvent dit, c'est un format formidable. C'est un format formidable parce que ça permet, comme tu le dis, de faire un point à un instant T de là où t'en es, mais pas que, puisque en fait, je pense qu'aujourd'hui, je sais que t'aimes pas que je dise ça, mais je vais le dire quand même, t'es un peu le porte-drapeau de pas mal de CGP, et on va le voir de par gentil. tes diverses activités. Non mais, je veux dire, là, tu rentres d'un séminaire, on a commencé en off à dire que t'avais eu plein d'infos, t'avais recueilli tellement de réactions que ça t'avait nourri aussi, et d'ailleurs, t'as pris 10 minutes juste avant pour qu'on fasse un point, parce que t'avais peut-être déjà un peu changé tes notes. Déjà, première question à chaud, là, tu vois, je te laisse même pas le temps de te poser. Est-ce que la fin d'année, ce trimestre-là, va être très différent du début d'année, Hugo ? Alors, si on prend un point de vue marché, il est évident qu'on est dans un moment très particulier. Il y a une grosse actualité intérieure qui est liée, bien sûr, au débat qu'on a sur la dette française. Plus globalement sur les marchés financiers, parce que ça traduit aussi l'inquiétude des investisseurs, qu'on évoquera tout à l'heure tous les deux. Sur les marchés aujourd'hui, on a quand même un moment de bascule. Ça fait un peu moins d'un an qu'on a un nouveau président aux États-Unis, qu'il est sur une gouvernance un peu baroque, avec des annonces, des désannonces, des réannonces. Ça déstabilise les marchés, ça a beaucoup déstabilisé les marchés, un peu moins aujourd'hui, parce que finalement, les marchés ont quasiment intégré cette dimension. On a l'impression soit d'une fausse naïveté, soit d'un optimisme absolument incroyable. Ouais. Ils n'ont absolument pas divisé, on n'est pas non plus sur des plus hauts. Oui. Mais ça tient. Mais ça tient, et tu vois, on était mardi donc, à notre séminaire Uncommon avec 3 super économistes, donc Sadri Tamara, Bruno Jacquier et Marc Toiti, et on avait quand même le constat commun de nous dire que tout était très haut aujourd'hui. L'or est très très haut, les actions, comme tu le dis, à juste titre, ont finalement peu baissé, alors qu'on est dans un moment qui est très particulier. Ça fait 80 ans, à la sortie de la guerre, qu'on a un multilatéralisme et la position dominante des États-Unis qui finalement arrange tout le monde. Et puis là, c'est fini. Les mid-cap repartent. C'est fini. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements. On a un niveau de dette mondiale qui est aujourd'hui inquiétant. Et en particulier aux États-Unis. La France, c'est notre pays, donc on en parle beaucoup à la télé, mais je crois que le vrai sujet il se situe aux États-Unis. Il y a 7 000 milliards à refinancer à des taux très très élevés. Et la question, c'est est-ce que les États-Unis ont une capacité réelle, alors elles ont la plus grande économie du monde, une flexibilité exceptionnelle, mais quand même on est dans une gouvernance assez brutale. Et il va falloir être assez vigilant. Et je pense, moi, que les marchés actions aujourd'hui sont un peu chers. Sauf sur certains segments que tu évoquais à l'instant, les small et mid, nous qu'on aime beaucoup depuis maintenant 1 an et demi, parce qu'il y a une sous-valorisation, alors plutôt européenne d'ailleurs. Il y a une sous-valorisation qui est pour nous encore perceptible. On aime bien ensuite tout ce qui va être dans un segment un peu spécifique, les foncières cotées. Et pour du long terme, nous on est très 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 pushy sur la Chine, avec par contre à court terme du risque. Mais à long terme, la Chine qui était sortie depuis 2-3 ans un petit peu du regard et qui revient en force. Alors, là, justement, tu t'es sur tes conseils, ou en tout cas tes recos. On va déjà revenir un petit peu aussi sur tes spécialisations. Rapidement, est-ce qu'on peut revenir sur... parce que t'as 10 000 activités, Hugo. On peut s'y perdre. On va revenir déjà sur tes cabinets historiques. Cap, 18 ans. Ouais. Majeur vacciné. et l'IFIA, bien sûr, un cabinet créé en 2017, spécialisé peut-être un peu plus sur tout ce qui est expertise comptable. Revenons déjà sur l'ADN de ces deux boîtes, qu'on comprenne aussi un petit peu tes débuts dans le métier, mais surtout ce qui fait ton identité, ta spécificité. Et ensuite, moi, ma question que je t'avais déjà posée, mais que j'ai envie de te reposer parce que t'évolues tellement. Pourquoi tu t'es pas juste cantonné à ça ? Alors d'abord Cap, 18 ans, c'est un cabinet qui a une
un travail. Alors, Elifia, c'est la même chose, mais Elifia, tu précisais la question d'expertise comptable. Elifia, c'est une deuxième entité que j'ai créée, en fait, avec le groupe Fidwest, qui est un des 100 plus gros cabinets d'expertise comptable en France, et qui, en 2017, m'a fait confiance pour développer, en fait, leur offre en ingénierie patrimoniale. Et c'est une histoire magnifique. Les deux cabinets, effectivement, nous, on a vraiment la vocation et l'envie de nous occuper de clients dans une dimension très collaborative. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un travail très longitudinal. Quand un client arrive chez nous, enfin, c'est rarissime qu'il s'en aille. Voilà, c'est pour moi un indicateur essentiel d'ailleurs de la qualité de travail. Et en fait, on a une grande dimension pédagogique. On voit, on le disait à l'instant, Karine, il y a quand même un environnement aujourd'hui qui est méga anxiogène, stressant. Parce qu'il n'y a pas que la question des marchés, il y a la question de la fiscalité, il y a la taxation du patrimoine, on en parle énormément en ce moment. Et la difficulté aujourd'hui qu'ont les investisseurs ou les clients d'établissements, on va dire traditionnels, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation malheureusement financière en France au niveau des parcours scolaires. Donc nous, on a cette vocation de pédagogie, c'est vraiment d'expliquer à nos clients ce qu'ils sont en train de faire. Si on leur propose quelque chose, quels sont les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients, les risques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quelqu'un qui comprend ce qu'il est en train de faire, il en a déjà moins peur. Et tu vois, on parle tout le temps des marchés actions. En France, les gens investissent très peu sur les actions. Hein. Mais le coût que ça embarque chez eux de ne pas prendre de risques sur du long terme, c'est énorme, en fait. Parce que vous pouvez prendre toutes les études possibles et imaginables, avoir une position en action sur 20 ou 30 ans, c'est ce qui rapporte le plus. Mais il faut... Rapporte le plus, c'est 10-12 ? Ça ou je suis trop optimiste. Non, mais fais-moi plaisir, j'ai mis 200 000, même pas là, toute ma vie, tu vois, c'est pas grand-chose, sur du S&P 500 en début d'année, et bing, Trump arrive. Je me dis, pour ma retraite, je les ai laissés comme ça. Est-ce que je peux faire du 10-12 ou du 7-8 par nature, déjà, il faut créer des briques. Des briques dans un portefeuille, ça c'est essentiel. C'est un exemple, je précise. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est déjà, je le dis, quelqu'un qui met 200 000 euros sur le NPC 500 n'est pas conseiller. Hein, déjà. Parce qu'un conseiller de premier rang ne peut pas mettre 200 000 euros sur le S&P 500 pour des raisons très simples que tu viens d'évoquer. Comment tu peux aujourd'hui mettre tout sur une classe d'actifs en étant tributaire de décisions politiques de gouvernance baroque que j'évoquais à l'instant? C'est super risqué. Par contre, aujourd'hui, il faut bien regarder tout l'écosystème de l'économie mondiale. Il y a des segments aujourd'hui de placement qu'on n'utilisait pas il y a encore 3-4 ans, qui sont par exemple les obligations, qu'aujourd'hui un couple rendement-risque, on peut en parler rapidement, qui nous apparaissent très très attractifs aujourd'hui. Il faut avoir une poche action très longue, en étant de temps en temps un peu opportuniste, mais pour ça, il faut savoir être conseillé et accepter avec son conseiller des phases de baisse. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui avec les épargnants, les investisseurs, c'est qu'ils comprennent parfaitement notre dimension pédagogique et d'explication. Alors, ils ne sont plus, nous, enclins à le faire par la suite. Mais globalement, dès qu'il y a une baisse, les clients, ils ne sont pas contents. Normal. Et ça, c'est normal. Mais si tu as travaillé beaucoup sur la pédagogie en expliquant toutes les potentialités de baisse, qu'on appelle en termes, dans notre jargon, le drawdown, et surtout le raison de placement. Expliquer que voilà. Et surtout l'essentiel. Le non-besoin de liquidité. C'est ça aussi le problème. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, très important, aujourd'hui, tu as des classes d'actifs qui sont très mises en avant depuis quelques années, qui sont par exemple le private equity. Moi, je le dis aujourd'hui, je travaille avec 2 sociétés de private equity uniquement parce que je connais parfaitement leur gestion. On peut les nommer ? Bien sûr, Odyssey Venture et Entrepreneur Invest. Pourquoi ? Parce que leur méthodologie de gestion, elle est pour moi extrêmement claire. Elle est explicable à mes clients en 30 secondes. Les performances sont stratosphériques. Par contre, c'est pas liquide en fait le private equity pendant 7-8 ans. Donc ça doit représenter 10-15% du portefeuille des clients. Quand je vois aujourd'hui des sorties. Justement, c'est là où en fait quand tu as un niveau de gestion très important, que tu as aujourd'hui des sociétés de gestion, les 2 que j'ai citées, qui interviennent vraiment dans la gestion des entreprises, en particulier Odyssey Venture, ils sont vraiment partenaires des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils ne sont pas là juste pour prendre un ticket et au revoir. Ça, c'est quand même d'abord, c'est des très belles histoires parce que les performances sont énormes à raconter aussi à nos clients par rapport à des entreprises qui ont été développées par leurs capitaux. Ça, c'est très important. Dans l'économie réelle, aujourd'hui, c'est quand même un élément essentiel. Et puis,
c'est une façon de projeter ce que tu disais à l'instant, le client dans son propre horizon à lui. Voilà, parce que finalement, il sait que ça, il ne le sortira pas. Et voilà. Par contre, toute la publicité aujourd'hui qui est faite par des conseillers, certains réseaux, je ne citerai pas par contre cette fois-ci, qui de dire il faut faire du private equity parce qu'il n'y a que ça qui rapporte, bah non, en fait. D'abord, il n'y a pas que ça qui rapporte, et deux, ça embarque, ce que tu disais à l'instant, des contraintes clients qui sont énormes. Donc le conseil financier, c'est ça, c'est l'allocation d'actifs, combien je mets là-dessus, combien je mets là-dessus, combien je mets là-dessus, et surtout, à partir de quel délai je vais pouvoir travailler ces outils-là. Et donc le respect de l'horizon d'investissement qu'on a déterminé au départ, bah, c'est la relation de confiance qu'on va avoir avec son cabinet, et ça, c'est super important. Et pour ça, je le répète, il faut que le cabinet soit pédagogue, qu'il explique bien tous ces éléments. Alors toi, justement, au sein de ces deux entités, tu t'es spécialisé dans tout ce qui est optimisation de cession d'entreprise, la mission épargne retraite et la trésorerie longue d'entreprise. Pourquoi déjà avoir fait ces choix ? Alors, et voilà, c'est quoi un peu la répartition et la valeur ajoutée? Tu me parlais aussi du plus PER. Oui, alors nous on est sur ces missions-là parce que c'est des missions à très haute valeur ajoutée pour nos clients. Alors nous on fonctionne sur un mixte honoraire de conseil, bien sûr, sur le modèle économique. Et ensuite, par contre, on limite la partie frais sur la distribution, parce que notre ADN, c'est vraiment le conseil à haute valeur ajoutée. Et quand on fait du conseil sur de la cession d'entreprise, en fait, on se rend compte que si on a bien travaillé dans les délais, l'idéal, c'est de commencer à réfléchir à ça avec un conseiller 4 ans avant, la veille pour le lendemain. 4 ans. Ah bah oui. 4 ans. Non, mais je te pose une question. C'est vraiment pour toi le temps... Mais oui, parce que si tu as des apports à holding, à prévoir, des choses comme ça, c'est mieux de les faire quand même dans des laps de temps qui, plus tard, seront moins contraignants ou emmerdants, entre guillemets, que de l'avoir fait la veille pour le lendemain. Après, des fois, les conditions ne le permettent pas. Un dirigeant d'entreprise, on lui présente une somme qu'il ne peut pas refuser pour son entreprise. Il a 6 mois pour le faire la cession. Bon, bah là, on va quand même le conseiller, bien évidemment, parce qu'il y aura énormément de choses à anticiper au préalable. Mais si le chef d'entreprise peut le faire, il faut s'y pencher 4 ans avant. Et ça nous est arrivé, d'ailleurs, l'année dernière, on a accompagné une très belle session d'une personne que j'avais vue sur une consultation pure et dure juridique 5 ans avant, et qui m'a rappelé 6 mois avant la vente. Et il avait, sans que je le sache, mis en place tous les trucs avec son avocat. Que je lui avais conseillé. Et après, c'était le temps de la session qu'il a fallu qu'il gère. Et il est revenu me voir. Et on a fait en fait toute la gestion patrimoniale derrière la session. Donc l'optimisation de la cession d'entreprise, c'est vraiment une particularité. Tu me posais la question de pourquoi ces missions-là. On a un biais très fort de travail avec les experts comptables, puisqu'on est associé avec un groupe d'expertise comptable et on travaille avec d'autres cabinets qui nous sollicitent. On travaillait également beaucoup avec les notaires et les avocats d'affaires. Donc, on a un vrai biais sur les dirigeants d'entreprise, sur les professions libérales. Et puis, on s'occupe bien sûr de particuliers un peu fortunés qui nous sollicitent. Mais voilà, c'est quand même des biais à très forte valeur ajoutée, parce que sur une optimisation de cession d'entreprise, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que tu fais économiser selon le volume de la cession, si c'est très bien préparé. Donc voilà, c'est... Tu voulais aussi qu'on parle de ta mission épargne retraite. Alors c'est un sujet, j'imagine, plus que d'actualité. Tu m'as un peu repris tout à l'heure quand je t'ai dit que le PER était un très bon outil fiscal. Moi, on m'en a fait prendre un, puis en fait... je me demande pourquoi je l'ai pris, vu que j'ai une petite assurance à côté et je cotise à titre perso. Donc il y a des fois je me dis est-ce que c'est bien de faire les deux Alors, nous, l'épargne retraite, c'est très large, dans la mesure où aujourd'hui, tu as beaucoup de véhicules sur l'épargne retraite. Alors, comme tu le dis, c'est un sujet d'actualité, donc on est beaucoup sollicité. Et une fois de plus, pour comprendre en fait la retraite, il faut qu'il y ait... Nous, on explique beaucoup à nos clients la pédagogie et la compréhension de ce qu'ils auront à la retraite, comment ça marche. Ça, c'est un point très important, les gens ne le savent pas, en fait. Pourquoi ? Parce que le système de retraite en France, il est hyper compliqué, donc il est incompréhensible, donc il faut être capable d'avoir un conseiller qui va vous l'expliquer quand même. Ensuite, sur l'épargne retraite, en fait, pour moi, le PER, en fait, qui a été créé en 2019, je crois, c'est ça, c'est un outil franchement fantastique, quoi. Le problème, c'est qu'il est hyper mal utilisé. Il est vendu à tour de bras dans les réseaux, ainsi de suite. Il est vendu à tour de bras avec une mise en avant de l'avantage fiscal, alors qu'en fait, c'est un outil complètement protéiforme. C'est un fabuleux outil de transmission de patrimoine pour celui qui sait bien l'utiliser,
Mais il faut être très accompagné sur son exploitation. Essayer d'éviter, paradoxalement, les versements tous les mois. C'est mieux de faire un versement dans l'année, un seul. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir calculer l'optimisation absolue par rapport à ta tranche marginale, que tu ne peux pas faire à travers un versement mensuel où tu vas avoir en fait au doigt mouillé. Mais on a plein de cas, nous, de gens qui, pour des raisons professionnelles, on a le cas d'une de nos clientes qui avait un gros versement sur un PER de la concurrence. Tous les mois, médecin, gagne très bien sa vie. Elle a fait une pause d'1 an par le petit problème de sentier lié. Voilà. Elle a continué à verser alors qu'elle avait quasiment plus de revenus. Donc elle a fiscalisé de l'argent sans l'avoir déduit au préalable. Okay. Bon. Et là, ça traduit l'absence totale de conseil de son interlocuteur. C'est des petits exemples que je peux te donner. Tu as aussi les gens qui ont PER, PE Perco, qui est un outil quand même extraordinaire mais qui est plus compliqué à mettre en place. Qui font les doublons sur les cotisations et qui ont une partie qui n'est pas déductible. Enfin, il y a quand même un truc à regarder parce que c'est un outil fantastique d'optimisation patrimoniale et fiscale, je l'admets, mais je suis plus, moi, dans une logique de l'appréhender à la fois comme enveloppe pour son dernier souffle, et ça va être valable pour les gens qui ont un peu d'argent, hein, parce que je rappelle que lorsqu'on reprend son PER à la retraite, on réintègre dans ses impôts. Donc ça a un vrai sens si on a réussi à changer de tranche, ce qui n'est pas une bonne. Ouais. Et puis, dernier point sur le PER, c'est qu'on oublie qu'il y a beaucoup de vieux véhicules de retraite, les articles 83, les machins, qu'on a eu dans sa carrière, quelques milliers d'euros par-ci, quelques milliers d'euros par-là, qu'on oublie. Et en fait, on peut tout ramener à la fin sur un PER et avoir une enveloppe complète, un véhicule avec différents compartiments, différents wagons. Hein. C'est un train avec plusieurs wagons. Mais à la fin, on a tout centralisé, on est sûr de ne pas perdre les sous. Et puis après, quand on est très bien conseillé, on a même des moyens de les sortir gratos fiscalement. Mais ça, je ne vais pas donner toutes mes recettes. Faut venir te voir chez toi. Exactement. On était parti aussi là en intro un petit peu sur les marchés. On avait commencé déjà un petit peu à brainstormer. C'est quoi les questions actuelles de tes clients ? Est-ce que tu sens beaucoup d'inquiétude ? Est-ce que tu sens une volonté justement de faire des petits one-shots sur des opportunités ? Est-ce que tu as plus de questions que d'habitude ? Est-ce que tu en as moins ? C'est quoi ton sentiment ? Et en plus, au sortir de ton séminaire où tu as croisé plein de CGP qui peut-être aussi t'ont nourri. On en parlera tout à l'heure sur les typologies de CGP aujourd'hui qui émergent et je trouve ça fantastique. Il y a quand même pas mal de CGP aujourd'hui dont le métier de base n'est pas la location d'actifs. Des gens qui sont très forts en juridique, qui font des études patrimoniales d'un niveau extraordinaire et qui ont besoin finalement d'avoir un relais de compétences. On ne peut pas toujours être bon partout, surtout quand on est dans leur cas sur de l'hyper-spécialisation. Et donc, effectivement, il y a pas mal de CGP qui nous sondent qu'est-ce que tu fais en ce moment, comment tu organises le suivi de tes portefeuilles, ainsi de suite. Pour répondre plus globalement à ta question sur les clients, alors est-ce que c'est parce que nos clients savent qu'on est très vigilant sur leur portefeuille, qu'on fait régulièrement des mouvements d'arbitrage et qui finalement ils se disent bon, on sait qu'ils sont là, donc on ne va pas se stresser plus que de raison. On a quand même assez peu aujourd'hui d'inquiétude ressentie chez nos clients. Pour autant, il y a un autre point qui est plus visible, c'est une forme de résignation face à la situation qu'on a en France et à la situation politique, hein, clairement, de se dire on ne s'en sortira jamais de cette problématique de souveraineté, parce que la question de la dette, c'est la question de la souveraineté. Il y a quand même ça derrière. Et puis de voir effectivement que... moi, je dirais même que ça s'étend à l'Europe. Moi, je ne le cantonne pas qu'à la France. Oui, tu as raison. Et je pense qu'en fait, on est en train d'un point de vue mentalité, on est en train de se dire, non seulement on a notre dette à nous, française, et notre merdier politique, mais en plus, on sent très bien que l'Europe n'arrive pas à aller chercher, enfin, elle va chercher des nouveaux curseurs économiques, mais c'est tellement un imbroglio, un truc d'un point de vue structurel, réglementaire, et puis aussi d'un point de vue culturel très complexe, que en fait, on ne voit pas comment on va s'en sortir. Alors, je rejoins complètement ce que tu dis, mais il y a quand même un point qu'il faut avoir à l'esprit. Les Allemands, qui ont toujours été un pays très rigoureux sur sa dette, font un plan de relance, en particulier sur la défense, je crois que c'est 300 milliards, enfin je ne sais plus, j'ai même plus le temps. Le fait que la politique en France, la situation politique en France fait monter les taux de tout le monde. Donc les Allemands engagent un levier de dette énorme parce qu'ils ont la capacité de le faire, parce qu'ils sont vertueux.
Et grâce à la France, ils vont se prendre un taux d'intérêt supérieur sur cet endettement. Donc à un moment, ils ont le droit de ne pas être contents non plus. Les autres pays, tu prends l'Italie, qui est un pays qui est relativement proche en termes de mentalité de la France. L'Italie, oui, bien sûr, ils ont une dette. Enfin, on n'est pas assez maintenant à des taux supérieurs à l'Italie, d'ailleurs. Enfin, voilà. Une semaine Alors, sur deux. on n'est pas encore à des taux supérieurs à l'Italie, mais en tout cas, en tendance, on va passer au-dessus. Voilà. La dette, le poids de la dette en Italie, c'est 4% du PIB. On est à 2,8, 2,9 aujourd'hui. Parce qu'il faut voir aussi le taux moyen aujourd'hui des emprunts. Là, la France, elle emprunte plus que l'Italie, mais globalement, sur ses emprunts antérieurs, Macron avait fait le quoi qu'il en coûte au moment où les taux d'intérêt étaient négatifs. Donc, on a un taux d'intérêt moyen sur l'endettement global qui est plus faible qu'en Italie. Mais la trajectoire, elle est très différente. Nos amis italiens, ils ont passé la retraite à 67 ans comme une fleur. Aujourd'hui, nous, c'est impossible en France de faire passer cette réforme. Ce qui inquiète les marchés européens, nos partenaires européens, c'est ça. Parce que des pays se sont énormément restructurés, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et aujourd'hui, ce sont des vrais moteurs de la croissance européenne, contrairement aux plus vieux pays, entre guillemets, comme l'Allemagne ou la France, ou l'Italie. Mais les pays aussi, les gros pays, les 3 pays que je viens de citer, ils ont tous fait des efforts, sauf la France. Donc à un moment, il va falloir se poser ces bonnes questions. Et la question de la souveraineté française, elle est aujourd'hui clairement affichée. Il nous reste le nucléaire, qu'on pourra toujours la bombe atomique, entre guillemets. Enfin bon, on en est là. Mais c'est là où il faut être assez vigilant, puis bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le débat. Parce que le débat, il est catastrophique, le contre-débat qu'on a. Je ne vais pas faire des exemples, mais on a quand même eu deux contre-vérités terribles au journal Le 20h en une semaine. Gabriel Zucman qui explique que les riches, les très riches, ne payent pas d'impôts parce qu'ils ont des holdings. Enfin, je veux dire, de dire ça sur un plateau de télé, c'est faux, c'est archi faux. Et puis on a le président de la commission des finances qui explique qu'une boîte qui vaut 14 milliards, en parlant de Mistral AI, mécaniquement gagne de l'argent. Bah non, une entreprise peut très bien valoir 14 milliards et ne pas gagner 1 euro, voire même être en déficit. Parce qu'elle a réinvesti. Mais et donc ça, tu vois, c'est la pédagogie qu'on offre aujourd'hui aux Français au plateau de 20h, qui sont des contre-vérités terribles. Donc venez voir des cabinets privés, vous allez... Tu es en train de critiquer les journalistes et je te comprends totalement. Enfin, en tout cas, les journalistes critiquent les hommes politiques. Oui, mais malheureusement, il y a aussi la façon dont on oriente les questions. On est d'accord. Et surtout, dont on conduit un débat. Et je te rejoins sur le fait qu'en France, en fait, alors écoute, c'est marrant, j'avais Thierry Vignal la semaine dernière à ta place, Mastéos, enfin, tu connais toute cette histoire. Et puis, il est rentré direct en me disant, je te préviens, moi, je suis de gauche. Je sais plus pourquoi il me dit ça. Donc, on éclate de rire. Le ton était donné. Et en fait, on a eu tout un échange là-dessus, sur cette espèce de mentalité culturelle, pas évidente à faire évoluer. De ce que j'entends, moi, c'est que pour toi, on est dans cette situation parce qu'on a du mal à faire avancer les réformes en France, des réformes qui pourtant seraient efficaces, techniquement jouables en plus. Tu parles de Marc Toiti, moi je l'ai eu plusieurs fois avec des choses très simples, parfois très basiques. C'est juste un problème de mentalité pour toi, c'est juste un problème culturel. Là, on pourrait faire 3 heures, mais... Non, mais en fait tu dis il y a un manque total d'éducation financière, de pédagogie. Oui, ça c'est pas un reproche que je fais à mes clients. Mais, voilà, d'abord les clients, ils viennent nous voir aussi pour avoir justement combler ce manque. Mais tu as fait comme moi des études, tu fais pas d'économie, tu fais pas de finance avant le bac. Tu commences à faire ces trucs-là quand tu arrives dans des écoles de commerce, à l'université, mais ça, c'est ton choix. Donc, tu as plein de gens qui n'ont jamais fait d'économie. Et pourtant, je trouve que dans les jeunes générations, il y a moi qui ai des enfants, tu vois, et ben, je vois déjà, moi, ma petite qui est en terminale, elle a déjà compris qu'elle allait prendre un crédit pour investir l'année prochaine. Oui. Enfin, tu vois, dans alors, l'IMO. Ça, c'est super bien. Alors, il y a peut-être un biais directionnel du fait que c'est ta évidemment. Mais non, mais pas que. Ils en parlent de plus en plus. Ils parlent des retraites. Enfin, il y a une prise de conscience qu'on n'avait pas, nous, à notre génération. Moi, je crois beaucoup en ça. C'est pour ça que je répète et je martèle, c'est que la pédagogie, quand on est conseiller financier et quand on amène du service financier à nos clients, c'est essentiel. Les gens doivent comprendre pour rattraper sur la table et aussi pour avoir une capacité d'analyse de ce qui se peut dire sur un plateau de télé à 20h, qui est une catastrophe, parce qu'aujourd'hui, ces 2 événements, il n'y en a peut-être plus, ces 2 exemples que je viens de te donner, il y a je ne sais pas combien de millions de gens qui ont regardé ces émissions, c'est un journal de 20h, et qui ont compris que Mistral AI gagnait de l'argent, ce qui est faux,
et qui ont compris que la taxe les riches économisaient de l'impôt, ne payaient pas d'impôt grâce au holding. Ce qui est faux également. La holding n'est absolument pas un outil pour éviter les impôts. On le paiera à la sortie. Et puis là, grâce au holding, les grands entrepreneurs créent des emplois, réinvestissent. C'est quand même incroyable de dire un truc pareil à la télé, quoi. Et donc, si les gens ne gardent que ça en tête, comment veux-tu qu'ils n'aillent pas dans la rue ? Comment veux-tu que... Et ça, je trouve ça super grave, en fait. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Donc, pas plus de stress que ça, en tout cas dans ta clientèle. Une vraie résignation. Une vraie résignation. Ouais, par contre, après, fatalisme. Il y a peut-être des inquiétudes, mais bon, nos clients savent que voilà, nous, on fait beaucoup de choses sur la partie portefeuille et aujourd'hui, il y a des vraies opportunités. Je le disais tout à l'heure. Voilà, on est dans un contexte où les taux sont hauts. Les taux bas vont baisser parce que les banques centrales, la Fed l'a fait avant-hier ou hier, je ne sais plus, et va refaire probablement 50 points de base de baisse supplémentaire. Ça, on voit un message positif quand même, non ? Alors, sauf sur l'IMO. C'est ça un petit peu aussi. Alors, le problème de l'IMO, c'est que tes taux courts vont baisser. Donc, pour les gens qui ont des obliques dans les portefeuilles avec un peu de duration, ça va être sympa. Par contre, ce stress politique qu'on a et qui est global, qui est pas lié, mais ce stress politique sur la dette mondiale et en particulier sur les États-Unis, pour moi, fait que les taux longs vont quand même rester un peu élevés. Et les taux longs, c'est ce qui est quand même un indicateur pour les crédits immobiliers. Donc ça, voilà, nous, on n'est pas pushy sur l'immobilier du tout depuis 2021. Si, tu m'as cité les foncières quand même. Alors pourquoi les foncières cotées ? Pourquoi tu fais un distinguo justement ? Parce que les foncières cotées en 2020 et en 2022, elles ont fait moins 45. Ouais. Donc quand tu fais moins 45 sur une classe d'actifs qui est cotée en bourse et dont le sous-jacent est de l'immobilier, c'est que soit tu as une dévalorisation de l'actif qui est beaucoup trop importante, ça c'est un peu le problème qu'on peut avoir sur les marchés financiers, soit l'immobilier non coté, c'est-à-dire notre maison, notre appartement, la SCPI, les club deals, soit ils sont survalorisés, et on a vu que ça avait été le cas. Donc nous, on a installé des foncières cotées parce que la foncière cotée, elle encaisse du loyer, elle continue à distribuer du dividende, mais elle vaut 45% moins cher. Donc tu te retrouves avec des rendements à 10 ou 11% pour un risque de dévalorisation de l'actif qui est déjà intégré dans le cours. D'accord. C'est l'avantage des actifs cotés, en fait. En fait, c'est marrant ce que tu dis. Tu dis que c'est pas forcément une opportunité parce que un mouvement de mode ou parce que quelque chose qui a été structurellement amélioré ou fiscalement updaté, mais plutôt parce que comme ça a été entièrement dévalorisé, sous-valorisé, c'est comme si on rentrait en bourse sur quelque chose, que c'était le bon moment parce que c'était pas cher. C'est ça que tu dis, en fait. Moi, j'ai un fonds dédié qui est géré par Sadri Tamara qui s'appelle Incommon Dynamic, qui est un SRRI 3/7, relativement pépère, on fait 9% depuis un an. Parce que Sadri, justement, il ne se pose que la question de la valorisation de ce qu'il achète. Ça vaut combien par rapport à ce que ça devrait valoir ? Et déjà, si tu achètes. Est-ce que c'est intéressant ? Mes tickets d'entrée, alors ? Je suis investisseur. Ça, tu trouves ça dans les contrats d'assurance vie. Il n'y a pas de ticket d'entrée, si tu veux. D'accord. Voilà, non, mais je veux dire, à quel moment ça devient intéressant ? Quoi donc ? La foncière cotée la foncière cotée. La foncière cotée, c'est quand tu vas regarder l'évolution progressive des taux. L'immobilier coté est très sensible au marché de taux et à la consommation. Donc là, tu as deux sujets. S'il y a une baisse de la croissance, il y aura une baisse du pouvoir d'achat, une baisse de la consommation. Donc les centres commerciaux vont souffrir. Mais d'un autre côté, la valeur des actifs, les loyers étant relativement élevés, si tu as une baisse de taux, tu peux avoir un effet mécanique de revalorisation des actifs. C'est l'effet inverse de ce qui s'est passé depuis 2021 sur les SCPI, par exemple, ou sur d'autres choses. Donc voilà, et puis il y a quand même un phénomène de consommation mondiale qui est quand même assez résilient. Donc, et puis après, c'est la sous-cotation manifeste encore de ce type d'actifs, même si je crois que nous, le fonds qu'on utilise est à plus 17 ou plus 18 depuis un an. Donc il y a quand même eu un rattrapage déjà. Mais en fait, comme c'est très sensible aux baisses de taux, comme l'immobilier, et nous on considère que les taux courts vont baisser, on va avoir une baisse des taux. Ça, c'est quasiment acté parce que la Fed engage maintenant son parcours. Il faut aller chercher ce type d'actifs, il faut aller chercher ce type aussi des obligues. Il ne faut pas les oublier. Là, après, il y a plusieurs segments à travailler. Mais il y a quand même beaucoup d'opportunités sur les marchés aujourd'hui. Mais le climat est quand même très anxiogène, il faut le reconnaître, en France, mais aussi plus globalement dans le monde. Voilà. D'où, je le répète, pédagogie. Alors justement, tu reviens de ce fameux séminaire. Oui. C'est important ce séminaire pour toi ? Tu le fais pour fédérer évidemment, mais
Qu'est-ce que tu retiens à chaque fois et qu'est-ce qui, cette année, t'a étonné par rapport à l'année dernière ou aux autres années? Alors, moi, je rappelle déjà ce que c'est InCommon et Must Compliance. InCommon, c'est un think tank à l'origine qui a été monté par 12 CGP. On était 7 au départ, et puis après, on est aujourd'hui 12. On va accueillir une nouvelle associée dans les prochaines semaines, et on a d'autres personnes qui souhaitent nous rejoindre. Et on ne va pas être plus de 15, parce qu'après, on est dans un schéma où ça fait un peu armée mexicaine. Tu ne décides plus rien. Enfin, bon, voilà. C'est clair. On est tous très proches, on a un ADN très fort, voilà, c'est un projet humain qui est exceptionnel. Et donc, tu m'as quand même dit tout à l'heure que vous étiez une petite boîte artisanale. Oui, parce que on a sur cette structure 8 salariés aujourd'hui, hein, ce qui commence à devenir intéressant. En fait, nous, notre logique, c'est de nous dire, bon, on va regarder ce qui se passe dans nos cabinets et les besoins qu'on a. Et on va essayer de les résoudre entre nous en développant, en mettant en commun, d'où le nom d'InCommon, des ressources intellectuelles et financières pour gérer ça. Dans notre métier, le sujet, l'alpha et l'oméga de notre métier aujourd'hui, le truc qu'il faut faire à tout prix, c'est la conformité. Quand on fait de la distribution de produits, il faut faire la conformité. Donc nous, on s'est dit, on va monter, on trouvait pas du tout l'outil digital permettant de gérer ça de façon experte et entre guillemets absolue, c'est-à-dire sur toute la chaîne de valeur. Donc, on a pris nos petits bras, nos petits cerveaux, et puis un peu de notre porte-monnaie, puis on a monté l'outil, on l'a créé pour nous. Puis ensuite, vu les retours qu'on avait auprès de certains de nos partenaires, on a décidé de créer une société qui s'appelle Must Compliance, et c'est le nom du logiciel, pour commercialiser auprès des CGP qui le voulaient, cet outil. Alors, cet outil, c'est une plateforme ? Non, c'est un outil digital. C'est un outil digital. C'est aujourd'hui le seul outil qui permet à un CGP de régler sa conformité sur la souscription d'un PER, d'un FIP, d'un FCPR, tout produit qui va être commercialisé auprès de son client. Il va faire tout son rapport d'adéquation, ses frais ex ante, post-santé, tout son réglementaire hyper sécurisé en 7 à 8 minutes. Okay. Voilà. Alors qu'avant, c'était 2h30, quoi, tu vois, pour n'importe quel dossier, dans la mesure où on voulait que ce soit bien fait. Hein. Et puis, on a à côté tout ce qui est un accompagnement de nos clients sur la gouvernance, tout ce qu'ils doivent faire tous les ans, en fait. Hein. La gouvernance produit, les mises à jour, le conseil avant les contrôles, la mise au propre, entre guillemets, de toute la réglementation du cabinet. Donc ça, c'est une deuxième structure qu'on a développée qui est une société d'audit. Et qui, tous nos clients aujourd'hui qui ont pris le logiciel nous demandent cette prestation d'audit pour vraiment se mettre nickel. Et après, on a un suivi annuel pour mettre à jour toute la partie conformité de nos clients. Donc, en clair, le client confie effectivement son expertise conformité à Must Compliance et il a pu à se préoccuper de cet élément-là. Tout est drivé par les audits et les mises à jour et pour l'outil au quotidien pour les nouvelles souscriptions qui sont réalisées. Donc, c'est vraiment un outil très puissant. Et puis là, on développe des partenaires. On a un partenariat historique avec Harvest pour éviter les doubles saisies sur les données clients. Et là, on développe d'autres partenariats. Donc là, on a annoncé effectivement qu'on allait développer un partenariat d'API, donc échange de données avec la bienveillance financière, qui est un outil absolument incroyable d'ingénierie patrimoniale. Et ensuite, on va développer d'autres API avec CGP Conseil pour la partie allocation d'actifs. Et puis, on a d'autres partenaires avec lesquels on va développer. Alors, je ne peux pas en parler pour le moment, mais des outils de CRM. On a deux, trois idées, des gens qui sont très intéressés à créer en fait un lien entre nos différents logiciels pour éviter aux CGP qu'ils aient à ressaisir les données. Et donc, ce séminaire, c'était cette semaine. On avait 185 personnes, ce qui est quand même... Parce que une partie de nos clients sont invités. Et l'idée, c'est de mettre beaucoup de contenu. Donc, on a eu une table ronde sur la finance que j'évoquais à l'instant. Ouais. Une table ronde sur l'environnement logiciel et sur les stratégies dans les cabinets, sur le choix de ces logiciels. Et puis, on a fait une table ronde sur Value for Money, sur quand même quelque chose qui va impacter la distribution de produits financiers en France. Et puis à côté de ça, on a des partenaires qui viennent nous présenter leurs offres. Et puis on les amène aussi sur une vraie logique de réflexion sur l'évolution du métier. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire cette année, c'est que je pense que sincèrement, depuis 2 ans, là, que les clients qui nous rejoignent, ils viennent chercher un outil. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, on se retrouve quand même à se rendre compte que c'est une communauté avec un ADN commun quand même dans l'exercice de notre profession. Alors, tu m'as dit tout à l'heure quand même voir un petit peu
3 profils différents, un petit peu, dans cette profession. Must Compliant, aujourd'hui, vous drainez 30 cabinets. Non, 30 cabinets, on est 12 associés, 13 associés. On a 230 cabinets. Ah, 230, excuse-moi. Clients. Ok. Et juste pour terminer sur la question de l'ADN, c'est qu'on a une réflexion aujourd'hui avec mes associés, ça serait que nos clients qui le souhaitent puissent devenir actionnaires de l'outil. Aujourd'hui, le Must Compliant c'est perçu, et c'est logique, comme un outil développé, détenu par 13 CGP. Et en fait, nous, c'est pas du tout l'ADN qu'on a. Nous, c'est un outil profession, en fait. C'est quand même incroyable sur la partie conformité qu'il n'y ait eu aucune de nos chambres qui n'est vraiment... on n'a pas eu d'accompagnement dans notre métier. Je vais en parler à la CNCGP. Tu sais que je fais tous leurs débats. Donc, mais c'est vrai... Comment tu l'analyses, ça, d'ailleurs? Alors, moi, j'analyse de deux façons. D'abord, ça coûte de l'argent. Ouais. Et je pense que c'est difficile pour une association professionnelle d'engager des choses comme ça, mais sur des budgets pareils. La deuxième chose, et ça, j'en suis convaincu, c'est que tu parlais des typologies de CGP. On fait un métier qui est hyper protéiforme. Tu dis, d'ailleurs, je refuse aujourd'hui je ne souhaite pas qu'on me présente comme conseiller, comme CGP, comme conseiller en gestion de patrimoine. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ce verbiage pour se décrire et qui ne font pas du tout mon métier. Il y en a certains qui ont vendu de la défisque immobilière. Pour moi, c'est pas... voilà, ils sont commerciaux, quoi. Oui, non, mais c'est pas un jugement de valeur, mais on n'utilise pas un vocable qui est devenu une sorte de fourre-tout global. Enfin, aujourd'hui, tu as un tel panel de fonctions, Hugo, que c'est un petit peu aussi difficile de décrire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord, mais j'ai un cabinet qui est staffé, donc voilà, bien sûr, mais je peux aussi faire venir des expertises. Ouais, bien sûr. Non. Mais aujourd'hui, tu m'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a les vieux de la vieille, c'est-à-dire cette vieille génération de CGP. Allez, on va pas être méchants, mais qui sont peut-être un peu les commerciaux que tu décris, ou en tout cas qui sont habitués à vendre. J'en reçois beaucoup ici, donc je veux pas non plus, me les mettre à dos, parce que en fait, je rappelle, c'est pas du tout un jeu de valeur. Voilà, ce que je non, dis, je sais. Il y a des très belles histoires, et puis il y a aussi des évolutions. Parce qu'en fait, c'est des CGP qui, moi, en tout cas, m'ont beaucoup appris parce qu'ils sont passés par plusieurs crises et plusieurs prises de conscience aussi. Et parfois aussi, ils se remettent en question. Renaissance. Il y a la profession comme toi qui est en train d'évoluer, mais qui a besoin justement de se recentrer, de faire partie d'un écosystème comme tu le crées. Et puis, il y a ce que tu as appelé tout à l'heure aussi des influenceurs, c'est-à-dire que c'est ces petits, à droite, à gauche, influenceurs que je reçois aussi. Alors moi, au départ, je m'étais dit que ces influenceurs étaient plutôt soit sur des produits tangibles, de la crypto, de l'IMO, parce que selon les réseaux sociaux, en fait, ça marchait très bien, mais pas sur les basiques assurance vie, tu vois, qui sont assez solitaires, en fait, qui communiquent énormément et qui incarnent beaucoup leur business, mais qui sont très loin du business model que tu viens de construire. C'est aussi la difficulté de l'hétérogénéité et c'est pour ça aussi que c'est compliqué pour les chambres de mettre des outils parce que la population est tellement diverse. De rendre conforme quelque chose qui est en train d'exploser, quoi. Et donc tu vas jamais satisfaire tout le monde parce que c'est pas les mêmes modèles. Sur ce que tu dis, il y a effectivement trois grands pôles. La consolidation énorme qu'on connaît depuis 10 ans dans la profession, des cabinets arrivés à maturité avec des dirigeants proches de la retraite qui vendent à un groupe qui est de plus en plus gros. J'en ai déjà parlé de ce phénomène-là l'industrialisation l'année dernière, et je pense que c'est on va vers la banque privée. D'ailleurs, il y a certains de ces groupes qui s'assument banque privée. Pour moi, c'est une erreur incroyable. Je vois, moi, que les clients qu'on reçoit, beaucoup quittent la banque privée. Donc, on retombe dans les mêmes travers. Oui. C'est-à-dire le chiffre, c'est-à-dire la dépersonnalisation du rapport. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier parce que je vais me faire des inimitiés. Et au sein de ces groupes-là, j'ai énormément d'amis. Voilà, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis dans la profession, donc à un moment, on connaît du monde. Et je n'ai pas à juger, moi, de la choix qu'on a fait à un moment. Qu'on peut changer d'ailleurs, parce qu'il y en a qui en reviennent. Mais bien évidemment, ça s'appelle le réSMage. Ça, tu consolides et après tu réSM, soit des collaborateurs, soit des gens qui regrettent d'avoir vendu. Mais ça, c'est le sujet. Le problème, si tu veux, c'est que sur ce modèle-là, la profession de la gestion de patrimoine indépendante, elle s'est faite des gens qui sortaient des réseaux, qui ne voulaient plus être dans une approche d'appréhender le client par le produit. Donc, ils ont créé des cabinets qui ont été des magnifiques réussites pour leurs clients, pour eux-mêmes,
Et puis au moment de leur fin de carrière, ils décident de revendre à une structure qui est proche de celle qu'ils ont quittée il y a 25 ans. Mais j'avoue que c'est Retour vers le futur, si tu veux, un peu cette histoire-là. Bon, c'est gênant. Ce que je trouve hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de cabinets qui se créent. Et nous, on le voit quand on fait nos séminaires in common, c'est qu'on a beaucoup de cabinets qui nous rejoignent, qui viennent chercher notre outil, parce qu'ils se disent, le premier truc que je dois avoir pour la création de mon cabinet, c'est un outil de conformité qui me fait gagner du temps. Et ces cabinets-là, quand on discute avec eux, eh ben waouh, grosse capacité de conseil, ADN, client, des modèles économiques propres, transparents. C'est quand même hyper chouette de voir en fait toute cette génération qui émerge. C'est pour ça que la question de la consolidation m'inquiète finalement assez peu. Hein. Et donc tu as aujourd'hui cette typologie de CGP. Alors je ne sais pas si moi j'ai 51 ans, donc ça fait longtemps que je suis dans ce métier, mais qui est vraiment sur un ADN de collaboration, client, pédagogie. Enfin voilà, la seule histoire qui intéresse le client, c'est la sienne en fait. Et nous, notre boulot, on est compétents, c'est plein de trucs, on sait plein de trucs en droit, en fiscalité, en marché, ainsi de suite. Mais nous, c'est de nous effacer en permanence devant nos clients et les laisser s'exprimer, dire ce qu'ils ont à nous dire, leurs projets familiaux, leurs problématiques, leurs questionnements. Et c'est ça la vraie valeur d'un CGP, c'est cette capacité de s'effacer, cette capacité d'empathie et d'effacement, parce que la seule matière première qui a du sens, c'est le client et ce qu'il a dans le ventre, dans la tête, ainsi de suite. Ce qui me gêne un peu plus sur la troisième catégorie que tu évoquais sur les influenceurs, c'est que on est dans une forme parfois d'égo trip. Bon. Évidemment. Non, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi qui es journaliste, qui connais parfaitement notre métier. Mais je dois dire... Achetez-moi, moi, parce que... Et voilà. Enfin, c'est ça. C'est utile aussi parce que pour moi, ça permet aussi d'évangéliser un petit peu la connaissance, le savoir. Ça permet aussi à des jeunes de pouvoir justement peut-être s'intéresser. Tout à fait. Même si c'est pas à la base par le bon biais, mais en tout cas, ça donne une certaine notion de il faut que je m'éduque financièrement ou tiens, je vais aller creuser le sujet. Donc pour moi, c'est quand même vertueux. Après... est-ce que c'est sérieux? Est-ce que, comme tu dis, c'est conforme? Ou en tout cas, est-ce que c'est voué à durer? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que généralement, ils sont seuls. Il n'y a pas une équipe derrière énorme. Mais parfois, ça donne des belles histoires. Je pense à Tikeo, je pense à Jérémy aussi, qui fait beaucoup d'IMO à Cannes. Enfin, je veux dire, Alison Jinglin, évidemment. Donc, ça permet aussi de pouvoir montrer qu'on peut monter son cabinet et se débrouiller tout seul. Pour moi, c'est quand même un signal révélateur d'une volonté de la nouvelle génération de pouvoir investir, de pouvoir aussi passer d'un mode épargne à investissement. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pour moi, c'est un vrai sujet générationnel. Tu vois ? Alors, je te rejoins complètement sur la question de cette forme d'accès à l'information. Ouais. Là, je suis... et pour le coup, et puis bien évidemment, quand je parle de cette population de CGP, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. On a des gens qui produisent aujourd'hui, en particulier sur LinkedIn, des contenus qui sont hyper brillants. Hyper qualitatifs. Hyper qualitatifs. Je suis le premier à les lire, donc je ne vais certainement pas dire que... Quand je parle de cette population, finalement, je ne vais pas me parler d'influenceurs, je vais parler d'homme sandwich, si ça ne te dérange pas, parce que ce qui me gêne beaucoup, c'est parfois certaines personnes sur LinkedIn, je ne les citerai pas, parce que je n'ai pas envie de ça, mais qui finalement communiquent beaucoup sur leur modèle vertueux. J'en ai même vu qui disent les CGP sont les escrocs, nanana. Bon, ça, quand j'ai ça, et que les gars font derrière des partenariats rémunérés avec des boîtes qui eux-mêmes ont des frais cachés, et donc à la fin de la fin, c'est l'escroquerie. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je crois qu'il y a tous les modèles autour de la gestion de patrimoine, tous les modèles économiques peuvent cohabiter. Ce qui est inacceptable aujourd'hui dans le monde de la gestion de patrimoine, c'est effectivement de prendre beaucoup de frais et d'amener rien en face pour le client. Voilà. Ça, c'est pas normal. Après, la vraie logique, c'est quand même d'évaluer si les clients sont contents. Et on voit bien aujourd'hui que les clients n'y trouvent pas leur compte aujourd'hui dans les banques, donc ils viennent plutôt voir les conseillers en gestion de patrimoine. Et après, la seule indicateur qui a de la valeur d'un cabinet pour moi, alors les encours, c'est bien tout ça, mais c'est quoi le taux de satisfaction client ? Il y en a combien qui sont partis l'année dernière ? Et si un client aujourd'hui s'y retrouve
parce qu'il est bien conseillé, il y a de la réactivité, parce que il sait qu'il peut se reposer sur son CGP en envoyant une question, de l'appelant, et qu'il aura une réponse dans les 48 heures et qu'il va gagner de la sécurité, gagner des sous aussi sur de l'optimisation. Eh bien, tout ça, c'est bien. Donc, d'aller détruire finalement des modèles, des modèles économiques, et si c'est le seul argument, entre guillemets, pour faire valoir sa proposition de valeur, son offre, c'est de critiquer celle qui a été faite par les gens avant, je trouve que c'est un peu limité. Et puis, on parle que de soi. Enfin, je le répète, le seul intérêt pour un CGP, c'est de regarder le client. C'est son client, et ça doit toujours être son client. Et quand on fait ça, en fait, en règle générale, ça se passe super bien. Hugo, il nous reste quasiment plus de temps, mais tu sais, déjà mais ouais, 45 minutes. Non. Mais tu sais que j'ai baptisé une nouvelle question cette année avec quand tu sors là, qu'est-ce qui va te rester en tête? Soit quelque chose sur lequel je t'aurais fait réfléchir, soit quelque chose sur lequel tu t'es vraiment décidé, tu l'avais déjà en tête et tu savais que c'était un petit peu ta ligne de mire pour la fin de l'année. Soit me dire tout simplement à chaud, qu'est-ce que ça t'aura amené de refaire un petit point là, de rentrée sur tes activités. Moi, je trouve que c'est très important de faire une sorte de droit de suite. Un peu, quand on comme tu disais, voilà, ma structure est bien en place, entre guillemets, donc voilà. C'est de faire un droit de suite, en fait, de pouvoir dire, voilà ce qui s'est passé depuis un an, et ce qu'on avait dit l'année dernière. Et puis, moi, ce que j'ai envie aussi de faire passer comme message, c'est que, oui, il y a beaucoup d'activités dans ce que je fais, ainsi de suite, mais je trouve que notre métier, il est incroyable, qu'il faut en parler, il faut qu'il soit connu. Et pour ça, il faut savoir, on reste des mini-boîtes en fait, globalement. Donc on n'a pas la force de frappe de communication que peuvent avoir des établissements bancaires, des grands réseaux, ainsi de suite. Donc c'est intéressant aussi de toujours militer pour notre profession, à partir du moment bien sûr où elle est bien exercée, dans l'intérêt du client. Et c'est pour ça que aujourd'hui, voilà, il y a ce mouvement de fond, je pense, qui est en train de se faire. Alors ça sera autour d'ADN commun de cabinets qui ont envie de remettre un peu comme il y a 25 ans, quand la profession a commencé à émerger, des gens qui avaient envie d'avoir cet ADN commun et de pouvoir véhiculer cette image de la profession qui est hyper qualitative. Et je crois que c'est ça qu'on doit vraiment travailler pour que notre métier soit enfin reconnu comme un métier de bien public. Ouais, mais tu vois, du bien public, j'allais rebondir sur le fait qu'il y a presque une dimension politique dans ce que tu dis. Non, mais dans le sens peut-être qu'il manque justement une structure gouvernementale, ou j'en sais pas, moi, quelque chose, parce qu'on parle de patrimoine, mais même si c'est pas du patrimoine, des châteaux ou je ne sais quoi, l'investissement en France est une des... tu vois, il n'y a jamais eu autant d'épargne, et c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un parallèle entre épargne et investissement. Tu vois, tu as tout à fait raison. Donc, je me dis, mais à quand au gouvernement une prise de conscience avec peut-être, je sais pas, un ministre ou en tout cas un ministère sur la GP, ou en tout cas cette prise de conscience que, en fait, le pouvoir économique, l'investissement peut être aussi une façon de peut-être apporter une pierre à la dette. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Mais... Tu as 50 solutions. Mais ouais. Par exemple, un truc tout bête, les PER. On sait que c'est un produit super long, tunnel, tu sors à la retraite. Tu imposes 30% d'investissement sur les actions françaises, si tu veux avoir la défisque. Le client, il prend pas de risque sur 10, 15, 20 ans. Mais oui, mais tu vois, mais tout ça, c'est fou. Tu te rends compte, les volumétries de collecte sur les PER aujourd'hui, si tu flèches 30% sur les actions françaises, en plus, tu as des fonds d'investissement, BPI, machin. Enfin, à un moment, tu l'obliges. Tu te dis, si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas avoir la défisque. Plus loin, plus brutal, la même histoire sur l'exonération fiscale en cas de décès de l'assurance vie. Jusqu'à 152 500, plus 801, tu connais l'histoire. Mais il faut le faire, ça. Il faut le faire. On offre un avantage fiscal super intéressant à des épargnants, il faut leur mettre une contrepartie. Quand on fait un FIP, un FCPI, on a un avantage fiscal à l'entrée, on est bloqué pendant 8 ans. Là, il y a une règle. Et on investit dans le tissu de PME française. Là, tu as une règle qui est assez claire. Pourquoi est-ce qu'on... Mais ça reste des petits volumes, tout ce qui est private equity, FIP, FCPI, comparé au volume qu'on a aujourd'hui d'épargne sur l'assurance vie. Là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce que c'est facile à faire, en fait. Et le stock, il est déjà là. Tu le disais tout à l'heure.
Je te l'ai dit, il y a beaucoup à faire. Bon, de toute façon, avec toi, on pourrait discuter des heures. Merci. Merci Hugo d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis très content d'être venu et c'est toujours un super moment. Bah ouais, merci et à puis toi. ça permet aussi de faire un point un petit peu sur où t'en es, parce que bon, toi, t'as quand même une vie de dingue et des activités qui se développent. Se structure aussi, oui, je le sens. Voilà, exactement. Évidemment, si on veut te contacter, Hugo Benoît sur LinkedIn. On va aussi, j'imagine, sur tous les sites, que ce soit Cap, Elifia. Les profils LinkedIn, évidemment. Ok. Un CGP veut te contacter par rapport à Must Compliance ou ce fameux logiciel, comment il fait? Il te contacte directement? LinkedIn, Must Compliance, le site internet de Must Compliance et puis notre super équipe de back-office et de service client de SRC qui est notre grande force, parce que notre outil il est très apprécié parce que c'est une équipe humaine qui répond. Et on a fait un grand débat sur l'intelligence artificielle pendant notre séminaire où on se rend compte que l'IA venant remplacer des humains n'était pas aujourd'hui topissime en termes d'expérience client. Donc nous, on a fait ce choix d'avoir une grosse équipe SRC pour répondre à nos clients, les accompagner dans les mises en place. Et ça, c'est chouette. Je vais t'inviter au prochain Grand Talk, puisqu'on va justement parler d'IA. Alors tu vois, super. T'as vu un peu. J'adore ça. Tu me donnes le bâton pour rebondir. Génial. Merci Hugo. Merci Karine, un grand merci. Si vous avez aimé l'épisode d'Hugo Benoît, n'hésitez pas à liker, à le partager et surtout abonnez-vous. Salut!